Alors voilà, on va parler de l'accentuation des détails et de la modification dynamique des luminosités de manière localisée. Bon, d'abord la modification localisée de la luminosité. Alors, tiens, cette image est arrivée sans profil. On pourrait peut-être d'abord, dans un premier temps, déjà pour voir si ça améliore les choses, tester, tiens, si je lui applique tel ou tel profil, est-ce que par hasard, j'obtiens pas une image de meilleure qualité? Même à la limite, si le profil que j'applique n'est pas celui dans lequel l'image travaille, personne ne me dit dans quel espace couleur cette image travaille, pour quel matériel elle est prévue. Mais je vais essayer ça. Édition, attribuer un profil. Donc vous avez la case aperçue qui est cochée. Vous allez attribuer un profil ou l'autre. sRGB, je commence par sRGB. Ah, je pense que sRGB, cette image travaille plus dans le sRGB en fait. Parce que Photoshop, oui, vu qu'on avait réglé dans édition couleur, on avait réglé le Adobe RGB comme étant l'espace par défaut. Photoshop lui a attribué le Adobe RGB à cette image qui n'a pas de profil inclus. Mais vous voyez, on a déjà intérêt, je pense, à faire édition, attribuer un profil et aller attribuer le profil sRGB. Maintenant, vous pouvez en tester d'autres, des profils. Vous en avez vu un qui convient peut-être Profoto, non, ça ne va pas du tout. Color Match, c'est un peu grisâtre, je compare avec sRGB. Non. Ben, ça dépend aussi de l'ambiance qu'on veut donner. Ok, du PAL, du NTC. Bon, ok, je vais appliquer le profil sRGB à cette image. Donc Photoshop a modifié l'aspect de l'image sur l'écran, mais les pixels n'ont pas été du tout modifiés ici. On est d'accord, vous avez compris par rapport à la démonstration d'hier que, en fait, dès que j'indique à Photoshop qu'il s'agit d'une image pour du matériel sRGB, il fait une simulation d'un matériel bas de gamme et il me montre comment sortira l'image sur du matériel sRGB. Alors, pour modifier localement l'intensité lumineuse dans cette image, est-ce que vous connaissez les outils qui sont ici? Ça vous dit quelque chose, ça? Densité plus, densité moins? Vous ne connaissez pas ça? Oh, ça existe depuis les premières versions de Photoshop pour faire la correction de la luminosité. Mais en fait, voilà, la plupart des gens qui font la photo connaissent. Mais il faut savoir que depuis quelques années, il y a une nouvelle technique qui est apparue. Parce qu'en fait, le problème de ces outils, c'est que c'est destructif. Ça modifie les pixels de manière définitive. Et dans Photoshop, on essaye toujours maintenant de faire du non destructif. C'est-à-dire de toujours utiliser la technique qui permet de revenir en arrière. Vous voyez à quoi ça correspond, ces deux outils, la main et l'espèce de sucette? Ça vous dit quelque chose? Non? Ok, je vous montre. En fait, c'est exactement ce que vous faites en labo photo. Quand vous projetez un négatif sur le papier, vous empêchez la lumière d'arriver à un certain endroit dans le but d'éclaircir. Ou alors vous focalisez la lumière à un certain endroit en empêchant qu'elle arrive à d'autres endroits. Donc plus de lumière, vu qu'on travaille en négatif, ça fait plus sombre une fois que la photo est développée. Donc c'est la technique du dodge and burn. Donc j'ai tapé dodge burn Wikipédia, je vais dans dodging and burning Wikipédia et je retrouve une explication sur la technique. Et vous avez les deux schémas qui vous montrent les techniques de studio, de labo photo, le darkroom. Voilà. Donc avec un carton troué, on focalise la lumière à certains endroits de la photo, plus qu'à d'autres, et ça va donc assombrir. Ou alors avec cette espèce de sucette, ce disque au bout d'une tige, on empêche que la lumière arrive trop à certains endroits. Donc ça va éclaircir, puisqu'on travaille en négatif. Et donc c'est ça qu'on retrouve dans Photoshop. Et vous savez, en infographie, il y a plein d'outils, vous vous demandez peut-être à quoi ça correspond. C'est toujours un rapport avec ce qui existe dans la vraie vie, en fait. Bon, bah, si vous voulez tester, vous pouvez tester. On active par exemple l'outil qui sert à assombrir. Et là au-dessus, on peut indiquer qu'est-ce qu'il va viser. Les tons qui sont moyens, est-ce qu'il va assombrir les tons moyens, ou les tons clairs, ou les tons foncés?
Moi, à vous de voir. Je vais peut-être dire qu'ici, il va assombrir les tons moyens. C'est comme ça que c'est réglé d'origine normalement. Au niveau de l'exposition, là, je suis déjà descendu à 20% au lieu de 50%. Ça va aller moins vite. Vous avez toujours le contrôle Alt et clic gauche du Mac pour le diamètre de la brosse. Et vous pouvez comme ça modeler petit à petit, par exemple assombrir l'arrière-plan. L'avant-plan peut-être aussi. Donc c'est du modelage de luminosité. Intéressant. C'est destructif, là, oui. On peut revenir en arrière dans l'historique, bien sûr, dans une certaine mesure, parce que l'historique est limité, dans les dernières versions de Photoshop, est limité aux 50 dernières actions qu'on réalise. Bon, si vous voulez augmenter le nombre d'actions qui sont retenues dans la palette historique, il faut aller dans les préférences performance de Photoshop. Et là, vous allez avoir ici, je l'ai déjà réglé au maximum 1000. Mais sinon, dans votre Photoshop, c'est réglé à 50. Dans la dernière version de Photoshop. Et dans la version d'avant, c'est limité à 20. Donc ça veut dire que la palette historique ne retient que les 20 dernières actions. Il faut le savoir. Dans la plupart des Photoshop, si vous ne modifiez pas les préférences ici pour augmenter, donc dans les préférences performance, pour augmenter ici le nombre d'états d'historique. Et ça doit se faire avant qu'on fasse les actions, bien sûr. Parce que après, régler ça après, ça ne sert à rien. Les actions ne sont plus dans l'historique. Bon, oui, là on peut revenir en arrière, bien sûr. Donc vous avez l'autre outil qui sert à éclaircir. Et lui, on peut lui demander d'éclaircir les tons clairs, moyens ou foncés, comme on pouvait faire avec l'outil qui assombrit. On pouvait choisir sur quelle gamme ça agit. Donc c'est vraiment très important. C'est vraiment ça peut changer une photographie. La dynamique d'une photographie de jouer avec ça. D'accord ? Mais c'est destructif. Donc je vais ici dans l'historique revenir sur la première étape qui est l'ouverture de l'image. Donc tout ce que je viens de faire est oublié. Ou alors vous faites menu fichier version précédente. Peu importe, tant que vous revenez à l'image telle qu'elle était au moment où on l'a ouverte. Et je vous montre la technique plus moderne pour arriver à modifier les luminosités dans une image en ayant la possibilité de revenir en arrière autant de fois qu'on veut. Et même après avoir fermé l'image et réouvert l'image. Puisque l'historique, vous savez que ça, dès que vous fermez l'image, vous la réouvrez, vous ne retrouvez pas l'historique. Donc l'historique permet de revenir en arrière, mais uniquement pendant la session de travail. Alors, dans la palette des calques, on va créer un nouveau calque, mais on va le créer soit en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur le bloc de feuilles, soit en allant dans le menu ici, Nouveau calque. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la boîte ici. Donc, dans la boîte ici de création de nouveau calque, on va choisir le mode incrustation. Le mode de fusion de calque incrustation. Et on va demander que ce calque qui sera en mode incrustation, il soit en plus rempli par un gris neutre, donc gris à 50%. Vous cliquez sur OK, le voilà. Et en fait, il ne modifie rien du tout dans l'image. Si vous enlevez l'œil et vous le remettez, il ne modifie rien du tout, ce calque qui est en mode incrustation et qui est rempli de gris. Alors voilà, on va prendre le pinceau et on va dessiner en gris. Donc il nous faut la gamme couleur. Vous allez dans le menu fenêtre couleur. Enfin, la palette couleur, mais pour le gris. Donc menu fenêtre couleur, vous avez activé le pinceau. Et est-ce que vous avez possibilité d'agrandir la palette et d'avoir un grand échantillon de gris comme ça? Est-ce que vous avez du gris déjà en bas? Elle ressemble à ça, votre palette couleur. Est-ce que vous avez du gris? Pour avoir du gris, il faut aller dans le menu de la palette couleur et demander d'avoir le spectre gris, en fait. Échelle de gris. Échelle de gris. Ici, les curseurs, je ne vais pas m'en occuper parce que je vais aller piquer là-dedans. Au-dessus, c'est juste RVB. C'est en fait les curseurs en fait, pour créer les couleurs, mais je ne m'en occupe pas ici. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en bas, c'est échelle de gris. Est-ce que vous avez la possibilité d'agrandir éventuellement? Bon, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est récent dans Photoshop en fait. Voilà, vous allez
De toute façon, ça n'a pas trop d'importance d'agrandir dans ce cas-ci. Choisir un gris, essayez un gris clair, pas blanc. Il ne faut pas y aller trop fort dans la luminosité quand même. Alors sur le calque, ici, je vais dessiner en gris clair. Et vous voyez que ça éclaircit. Donc c'est la même chose que l'outil qui sert à éclaircir densité moins. Si je dessine en gris foncé, je vais aller piquer un gris foncé maintenant. Ça assombrit. Voilà. Et alors vous voyez que vous êtes en train de dessiner dans le calque, on le voit, les différents gris que vous faites là. Ah tiens, mon pinceau est à 61% d'opacité, mais bon, c'est pas très grave, je vais quand même le remettre à 100%. C'est parce que j'ai travaillé tout à l'heure en opacité réduite. Voilà. Voilà. Donc, c'est la modification dynamique de la luminosité, extrêmement intéressant. Quand on dit dynamique en infographie, en retouche comme ça dans les logiciels, ça veut dire modifiable. Ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Ok, donc oui, la technique dont tu parles, de calque de réglage courbe avec des masques de fusion. Donc un calque qui assombrit, l'autre qui éclaircit, et puis jouer avec des masques de fusion. Attention à bien conserver la cohérence des images, parce que ça demande vraiment de se concentrer. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler plusieurs images à la suite, sans rester trop longtemps sur la même image. Parce que le fait de laisser une image sur le côté, pour travailler sur d'autres images. Et puis de revenir sur cette image, en revenant, tu te dis, mais finalement, c'était un peu moche ce que j'ai fait. Donc attention à ne pas user le psychique quand vous travaillez les photos, il vaut mieux les travailler en série. Ok, donc voilà, c'est intéressant. Si vous jugez que c'est bon, vous pouvez faire ceci, dupliquer le calque, enlever l'œil en face du premier et continuer le travail sur celui-là. Allez-y, essayez. Parce que je vais vous montrer une technique très intéressante qui s'appelle la composition de calque pour comparer des réglages que vous avez faits. Voilà, donc le but de dupliquer le calque, c'est de continuer le boulot, mais en essayant de voir si par hasard, je ne sais pas aller plus loin et avoir quelque chose de mieux. Donc toujours avec le pinceau et en travaillant avec la palette de couleurs. Je vais ici, pour l'exercice, faire un réglage très différent. Je vais dire, tiens, je vais assombrir assez fort l'arrière. Voilà. Et éclaircir l'avant. Waouh, quand même pas à ce point-là. CTRL Z. Commande Z sur le Mac. Voilà, ok. Bon. C'est des réglages assez extrêmes. Ok. Je duplique à nouveau. Là, je suis en train de vraiment vous montrer une technique qui vous permettra de trouver rapidement la bonne solution. Je duplique à nouveau le réglage. J'enlève l'œil en face de celui que je viens de dupliquer. Et je continue le boulot sur le duplicata. Et je me dis, tiens, je vais peut-être éclaircir ici. Ouais, comme ça. Voilà, faire un coup de lumière là. CTRL Z, je suis allé trop loin. Et assombrir le reste assez bien. Ok. Donc 3 réglages différents, ça se voit. Quand on regarde les vignettes, on voit que les taches grises sont différentes sur les 3 calques. Ok. Si vous les comparez, passer en vue, ben vous êtes obligé de jouer avec les yeux ici. D'accord? Ok, alors regardez ça. Je vais maintenant ajouter un calque de réglage qui va... donc je vais ajouter sur l'image un calque de réglage qui va modifier la coloration du vert. Donc, le calque actuellement activé est celui tout au-dessus.
Il n'y en a aucun des calques de réglage qui sont affichés pour l'instant. Pourquoi est-ce que j'active celui du dessus? Parce que je vais créer un calque de réglage et je veux qu'il arrive juste au-dessus de celui-là. Il va chapeauter le tout. Calque de réglage, je vais prendre un calque de réglage de type teinte saturation. Et je vais indiquer que je veux modifier la couleur du vert ici. Donc à la place de global, je vais indiquer vert. Alors, vous connaissiez ça? On peut agrandir le réglage, on peut même jouer pour mieux viser la couleur qu'on modifie. Et là, je vais juste vraiment tester qu'est-ce qui se passe si je désature pas mal le vert comme ça, voilà. On peut même aussi modifier la couleur du t-shirt un peu, hein, parce que peut-être que rouge comme ça, c'est pas génial. Donc je vise les rouges et je vais modifier éventuellement la couleur du t-shirt. Voilà. Faites un réglage assez extrême en fait. Hein. Il y a le reflet du t-shirt oui, qui se reflète sur le visage, c'est ennuyeux, mais voilà. Ok, bon, ça c'est bien. Tant que vous y êtes, vous pouvez peut-être enregistrer le document au format Photoshop sur le disque dur, parce que si Photoshop se plante, vous risquez de tout perdre. Enregistrez sous au format Photoshop sur le disque dur. Ok, est-ce que vous connaissez la palette composition de calque? Menu fenêtre, composition de calque. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est super intéressant, vous allez voir. Menu fenêtre, composition de calque. Alors, je vous montre. Open your eyes, ouvre tes ouïes. Je vais composer les calques, je vais décider, tiens, dans un premier temps, ce qui va apparaître, c'est mon premier réglage ici de modification de la densité. Dans le bas de la palette composition de calque, je clique sur le bloc de feuilles. OK, j'ai créé une composition de calque. Je vais afficher maintenant seulement le deuxième calque de densité. Clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette composition de calque. Voilà. Maintenant, j'affiche seulement le troisième calque de réglage densité. OK. Maintenant, j'affiche seulement le premier, mais en plus, je mets le réglage que j'ai fait là. Je clique sur le bloc de feuilles. Seulement le deuxième, toujours avec le réglage. En fait, vous voyez qu'on a 6 possibilités dans cette image avec ces réglages-là. Vous avez vu? Il y a 3 possibilités avec les 3 réglages de densité, mais en plus, il y a la variante avec ou sans le réglage teinte saturation. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, la palette composition de calque me permet de passer rapidement d'un réglage à l'autre. Et ça peut être intéressant quand on discute avec un client éventuellement, ou vous-même quand vous voulez décider quelle est la meilleure version de ce que vous avez fait. Vous cliquez simplement sur le petit carré qui est en face de la composition de calque que vous avez enregistrée. Voilà. Et vous comparez. D'accord? Les 6 possibilités ont été enregistrées là. À un certain moment, je me dis, tiens, ça se joue entre la 1 et la 6. Ben, je passe de la 1 à la 6 et je me dis, tiens, mais quelle est la meilleure version? Ça, c'est intéressant. Ça peut même être exporté en PDF interactif qui va vous passer automatiquement en revue toutes les versions. Ben oui, parce qu'en fait, ça modifie la position des yeux dans la palette des calques pour vous. Et ici, attention, on ne l'a fait qu'avec 2 calques, mais vous pourriez avoir plein de calques et décider, tiens, voilà ceux qui s'affichent. Bon, par le menu fichier script, excusez-moi, je vous ai induit dans l'erreur. C'est fichier exportation.
Là, vous avez la possibilité de faire en sorte que chacune des compositions de calque, donc les combinaisons d'affichage de calque, soient exportées toutes dans un fichier. Donc là, je vais avoir 6 fichiers différents automatiquement faits sur le disque dur si je choisis composition de calque en fichier. Ou alors, je peux même les mettre dans un PDF. Ben, testez ça, composition de calque en PDF. Bon, vous ne cochez pas composition de calque sélectionnée seulement, sinon c'est seulement celle qui est sélectionnée dans la palette qui va être exportée. Vous avez la possibilité de modifier, de faire un diaporama et de modifier, par exemple, je vais indiquer toutes les 3 secondes, ça doit changer. Après la dernière image, ça doit revenir à la première. Voilà. Exécuter. Ah oui, et puis ça peut se retrouver dans InDesign aussi, les compositions de calque. Vous pouvez avoir la même image à plusieurs endroits dans InDesign et elle apparaîtra différemment dans la mise en page suivant les calques que vous choisissez dans InDesign. Oui, les calques Photoshop, on peut les choisir dans InDesign. On peut choisir les différentes compositions de calques. Et pas que pour InDesign, ça sert à plein de choses. Donc, où est-ce qu'il me l'a mis? Le voilà. Dans le dossier, il m'a mis à côté de l'image, il m'a mis le PDF. Quand j'ouvre le PDF dans Acrobat Reader, pas dans Aperçu du Mac, dans Acrobat Reader, il me propose de le faire passer en mode plein écran. C'est ce qu'il faut pour faire un diaporama. Je réponds oui, j'autorise. Et là, tout seul, j'ai les différentes compositions de calque qui sont passées en revue. Amusant, ça. Il y a plein d'astuces comme ça qui sont utiles pour les photographes. Ça vaut parfois la peine d'investir du temps pour étudier, pour ensuite gagner pas mal de temps. Moi, par exemple, ça fait quasiment 20 ans que depuis 1994, j'explique par exemple, juste un exemple, une technique qui permet de retirer, quand on scanne des aquarelles ou des dessins, retirer le fond. Ça prend moins de 2 minutes. Et ça m'est arrivé d'expliquer ça à des gens et ils ont vraiment râlé parce que eux, ils faisaient ça en 1 heure ou 2 au lieu de 2 minutes. Et le résultat était moins bon. Donc, mortalité de l'histoire, ça vaut parfois la peine d'investir un peu de temps pour chercher, pour étudier, pour ensuite gagner beaucoup de temps en fait. Et la règle, c'est toujours celle-ci. Si vous passez beaucoup de temps à faire quelque chose d'ennuyeux dans les logiciels, il faut arrêter de le faire et aller voir sur Google s'il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un script ou quelque chose qui automatise. Parce que ce n'est pas logique de faire un truc ennuyeux, répétitif et long dans les logiciels. Ce n'est pas prévu pour ça en fait. Donc ça, c'est la petite clochette qui doit résonner en vous quand vous faites un truc répétitif, ennuyeux. Il y a certainement quelqu'un qui a inventé quelque chose pour que ça aille plus vite.